patienté. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui nos deux invités pour cette audition. Donc, Madame Anne Bouvreau, qui est présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure, et Monsieur Philippe Aguillon, économiste, spécialiste de l'innovation. Et tous les deux, vous êtes coprésidents du comité interministériel sur l'intelligence artificielle. Et vous avez remis, il y a environ 3 semaines, votre rapport au président de la République. Votre rapport nous apprend d'abord qu'il est préférable de parler de système d'intelligence artificielle au pluriel, car derrière une appellation générique se cache une multitude de technologies, pas forcément nouvelles, qui permettent un traitement massif, rapide et automatisé de quantités importantes de données. Aujourd'hui, ce sont surtout les systèmes d'intelligence artificielle générative et en particulier les grands modèles de langage qui attirent notre attention, car ces modèles sont capables d'apprendre sans intervention humaine explicite, d'autogénérer du contenu directement exploitable et de l'information directement diffusable, ce qui suscite à la fois inquiétude et admiration. Votre rapport est important car il contribue à démystifier les débats autour de l'intelligence artificielle, évitant les fantasmes technophiles, relativisant les fausses promesses et dénonçant les prophéties trompeuses, tout en soulignant le caractère ô combien stratégique et critique de ces technologies. Vous proposez dans votre rapport un plan d'investissement particulièrement ambitieux de 27 milliards d'euros, soit plus de 5 milliards d'euros par an sur les 5 prochaines années. Vous appelez l'État et les acteurs privés à accélérer la transition afin de demeurer à la frontière de l'innovation technologique et afin d'éviter d'être trop dépendant de puissances et d'acteurs étrangers qui auront remporté la bataille de l'investissement avant la France et avant l'Europe. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'une révolution est en train de se produire, que la France est loin d'être en reste, même si le marché de l'intelligence artificielle demeure dominé, et nous l'avons longuement évoqué précédemment, par la Chine et les États-Unis. Nous saluons ainsi les initiatives nationales prises dans ce domaine, à l'image du succès de la start-up Mistral, dont nous espérons sincèrement qu'elle demeurera sous pavillon national, ou du lancement du premier laboratoire commun de recherche ouverte, lancé et financé par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Éric Schmitt. À l'issue de vos travaux, quel regard, Madame et Monsieur, portez-vous sur le développement de notre écosystème économique et de recherche? Quelles sont vos recommandations pour accélérer et améliorer son développement? Afin de tirer pleinement profit des potentialités de l'intelligence artificielle générative, il nous semble que 2 obstacles majeurs doivent être surmontés. Le premier concerne la nécessité d'assurer une juste concurrence sur le marché de l'intelligence artificielle. Nous en doutons au regard des investissements massifs réalisés par les grands acteurs du numérique dans ce domaine. Par exemple, Microsoft dans OpenAI, Amazon et Google dans Anthropic. Face au risque que les contrôleurs d'accès aux technologies d'aujourd'hui contrôlent également l'accès aux technologies de demain, nous saluons la décision qui a été prise par l'autorité de la concurrence, et nous avons auditionné son président il y a tout juste 3 semaines, de rendre un avis sur cette question d'ici fin juillet. Le second défi concerne la nécessité d'assurer notre puissance de calcul indispensable au développement des systèmes d'intelligence artificielle. C'est l'une de vos recommandations majeures et de notre point de vue, c'est autant un défi industriel qu'un impératif de souveraineté. Sur ce point, je ne vous cache pas que nous sommes très inquiets,
car la France accueille le 3e fabricant mondial de supercalculateurs, le dernier d'Europe, mais ce fabricant se trouve en grande difficulté financière aujourd'hui. Face à l'urgence de la situation, et nous insistons sur la nécessité de confronter la réalité économique et industrielle de notre pays aux recommandations de votre rapport, les commissions des affaires économiques et des affaires étrangères du Sénat ont lancé une mission d'information relative à l'avenir d'Atos et nos collègues commissaires de la commission des affaires économiques, Sophie Primas et Fabien Gay, travaillent depuis maintenant plusieurs semaines spécialement sur cette question. Enfin, en tant que législateurs, nous ne pouvons que nous interroger sur la nécessité et la pertinence de l'élaboration d'un cadre de régulation adapté. Que pensez-vous de l'adoption du règlement européen sur l'intelligence artificielle? Selon vous, avons-nous suffisamment anticipé les risques? Soutenons-nous suffisamment l'innovation? Je ne doute pas d'ailleurs que nous serons amenés à légiférer sur ce sujet dans les quelques années à venir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'occasion de l'adoption de l'article 16 du projet de loi SREN, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, pour lequel notre rapporteur Patrick Chaize vient de nous faire état de ses travaux, nous avons introduit pour la première fois dans notre droit national la notion de fournisseur de systèmes d'intelligence artificielle. Sans doute le début d'une longue série. Voilà, Madame Bouvreau, Monsieur Aguillon, je vous remercie encore de votre disponibilité dans un temps très court, parce que nous avons sollicité il y a peu, mais je pense qu'il était important de vous auditionner suite à la remise de votre rapport. Et je vous laisse sans plus tarder la parole. Et je vois déjà s'afficher sur mon portable un certain nombre de demandes de parole de la part de nos commissaires, montrant aussi tout l'intérêt qu'ils portent à ce sujet. Madame, c'est peut-être vous qui allez commencer. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis désolée, je perds un petit peu ma voix, donc je ne vais pas parler très fort. Je vais essayer d'être proche du micro. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur le fonctionnement de la commission. Donc 15 personnalités choisies à titre individuel pour leurs compétences dans leur domaine, 15 rapporteurs, et nous avons travaillé pendant 6 mois de manière bénévole, comme il est d'usage pour ces commissions, pour construire des recommandations. Je salue l'engagement des membres de la commission et des rapporteurs qui ont vraiment travaillé toutes les semaines, et nous avons fait plus de 600 auditions, et nous avons également consulter les citoyens via l'application Agora. Donc nous avons cherché à écouter beaucoup et en même temps à produire ces recommandations. Donc ça, c'est pour la méthode de travail. C'est une révolution, vous l'avez dit, madame, qui est extrêmement importante et dont nous sommes ravis que vous vous saisissiez dans cette commission et plus largement. C'est également une révolution extrêmement rapide. 5 jours pour que ChatGPT obtienne 1 million d'utilisateurs. C'est quelque chose qui n'avait jamais été vu. 2 mois et demi pour Instagram pour atteindre le même chiffre. 3 ans et demi pour Netflix. Donc on est vraiment sur une rapidité incroyable et donc la mesure de nos recommandations, c'est à la fois des montants, et vous l'avez noté, mais également des recommandations de rapidité dans la mise en œuvre. Nous pensons en termes de positionnement du rapport, nous pensons avoir fait un rapport avec un optimisme raisonné. Il y a des risques, nous les listons, nous les prenons en compte. Nous pensons qu'il est important de les adresser. Il y a également beaucoup de potentiel. Et si nous ne faisons rien, d'abord l'IA se développera et les systèmes d'IA se développeront dans d'autres pays et à la main d'autres. Et ils se développeront pour nous également. Et donc c'est important que nous nous mettions en action tout de suite. Et je reviendrai plus tard sur les différentes recommandations. Mais voilà, notre message, c'est ni excès d'optimisme, ni excès de pessimisme. Je vais passer la parole à Philippe Aguillon sur un contenu très novateur en termes d'impact économique et d'impact sur le travail. Et puis je reviendrai après sur quelques recommandations. Merci. Monsieur Aguillon. Oui. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, donc je voudrais d'abord spécifier que je suis professeur au Collège de France et que le Collège de France a accueilli la commission et que le Collège de France a financé toute la communication de la commission. Voilà, puisque l'État est pauvre, mais j'ai pu trouver des fonds par le Collège. Voilà, donc voilà, je voulais mentionner quand même. En toute justice pour le Collège de France. Je suis désolé, hein, mais voilà, voilà. Donc en fait, donc quand on a pensé cette donc l'originalité de ce rapport, et c'est comme ça que moi je l'ai pensé personnellement, c'était de dire, parce qu'il y a beaucoup de rapports sur l'IA, mais il n'y avait pas de rapport qui disait, voilà, quel est l'impact économique de l'IA? Qu'est-ce qu'on peut penser sur l'impact sur l'emploi et la croissance? Parce que nous pensions que c'était... Plein de rapports font des recommandations, mais très peu les mettent en regard d'une évaluation des gains potentiels de l'IA. Et donc on a toute une partie économique qui évalue, enfin qui essaie de prédire les effets emploi et croissance pour pouvoir justifier ensuite les investissements. Et c'est ça l'originalité du rapport, quoi. C'est un rapport d'abord très didactique. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à l'IA quand j'ai commencé. Personnellement, il fallait que moi, je puisse comprendre. Et qui a toute une première partie où on montre un peu qu'il y a retour sur investissement. Avant de proposer d'investissement, il faut pouvoir expliquer qu'il y a retour sur investissement. C'est pour ça que c'est ça l'originalité du rapport et qui fait la cohérence du rapport. Voilà. Alors, évidemment, cette révolution a suscité à la fois de la crainte et de l'espoir. La crainte, c'est que la révolution ne détruise massivement des emplois en rendant l'humain redondant dans un nombre sans cesse plus grand de tâches et ne concentre les richesses et le pouvoir dans quelques mains. Espoir que l'IA nous permette enfin de sortir de la croissance atone dans laquelle nous sommes coincés depuis des années. Alors, la crainte d'une IA génératrice de chômage et d'inégalité part du constat que l'IA permet d'automatiser non seulement des tâches pour produire des biens et services, mais également des tâches pour la production d'idées. Et ça fait, par exemple, il y a des tâches qui auraient été inimaginables de confier à des algorithmes, conduite de voitures, génération d'images, synthèse de notes, aide à la consultation médicale. L'IA fait des choses que, évidemment, aucune technologie précédente pouvait faire. L'espoir, donc ça, évidemment, la peur, c'est que ça détruise beaucoup d'emplois. Par ailleurs, il y a l'espoir que ça stimule la croissance parce que, comme je viens de le dire, l'IA non seulement permet d'automatiser en partie la production de biens et services, mais elle permet d'automatiser également la production d'idées. Et elle est un formidable soutien à la recherche. Donc elle rend la recherche beaucoup plus productive. Et ça, c'est générateur de croissance. Alors, sur IA et emploi, nous, on pense qu'il ne faut pas dramatiser sur l'emploi et il ne faut pas être excessivement optimiste sur la croissance non plus. Sur l'emploi, on dit que d'abord, on a le rapport, en fait, fait quelque chose. On a la première étude dans ce rapport qui est avec un échantillon d'entreprises important. Et ce qu'on a regardé, c'est qu'on a comparé l'embauche par des entreprises qui adoptent l'IA et des entreprises similaires qui n'adoptent pas l'IA. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, en fait, les entreprises qui adoptent l'IA sont nettes créatrices d'emplois. Au total, elles créent de l'emploi. Alors, elles ne créent pas uniformément de l'emploi, mais globalement, elles créent de l'emploi. Et pourquoi elles créent de l'emploi? Parce que les entreprises qui adoptent l'IA deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, eh bien, elles deviennent plus compétitives. Donc, il y a une demande plus grande pour leurs produits. Et donc, ça leur permet elles demandent davantage d'emplois. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est la première étude. Maintenant, elle est très aux États-Unis, les gens se sont saisis de notre rapport. Parce que même aux États-Unis, ils n'avaient pas fait une étude grâce au concours de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier nous a beaucoup aidés. Et donc, grâce à l'INSEE, on a pu avoir accès à des données auxquelles personne d'autre mondialement n'avait accès, quoi. Et donc, on a pu voir vraiment cet effet globalement positif de l'IA sur l'emploi. Alors, il n'est pas uniforme. Il y a évidemment des professions qui vont être menacées. Parce qu'il y a des professions dans lesquelles la plupart des tâches, une profession, c'est un ensemble de tâches. L'IA permet d'automatiser certaines tâches pour vous concentrer sur d'autres. Mais il y a des professions, comme peut-être doubleur de film ou d'autres professions, où l'emploi lui-même est menacé par l'IA. D'accord? Et donc, on montre que, effectivement, par exemple, les entreprises qui adoptent l'IA pour la gestion administrative ou le marketing voient leur emploi en profession intermédiaire administrative diminuer. Donc, il va y avoir un vrai sujet emploi. Globalement, c'est bon, mais il va y avoir des reconversions. Comment adapter le marché du travail?
Bon, moi, personnellement, j'adore le système danois. Mais bon, on en est loin de la flexec danoise. Hein. Mais ça, c'est personnel. C'est pas dans le rapport. Mais je pense qu'il faudra une formation, éducation et une bonne organisation du marché du travail. Je pense que ça sera très important pour faire que l'effet global sur l'emploi soit positif. Voilà. Mais on n'est plus du tout à dramatiser de dire risque existentiel, l'IA va nous rendre tous redondants. Il y a un effet, il y a des potentialités de création d'emplois, mais il va falloir adapter nos institutions. Sur la croissance, évidemment, comme je disais, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait sur la croissance? On a extrapolé à partir de grandes révolutions précédentes, c'est-à-dire l'électricité et la révolution des TIC. Et sur la base de cette extrapolation, on dit, ben voilà, normalement, la révolution de l'IA devrait permettre d'augmenter la croissance. Je m'excuse, oui. La révolution de l'IA devrait permettre d'augmenter la croissance de 1% par an sur 10 ans, ce qui représente quelque chose d'énorme. Ça, c'est si on extrapole par rapport aux révolutions précédentes. Mais il y a une raison de dire que c'est peut-être trop pessimiste, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA améliore la technologie de recherche, pas juste la technologie de production des biens et services. Donc sur cette base-là, l'IA, cette estimation est une borne inférieure de ce que pourrait faire l'IA. Mais d'un autre côté, on peut penser que c'est trop optimiste parce qu'il y a des problèmes de concurrence. Quand il y a eu la révolution des technologies de l'information, au début, ça a dopé la croissance. Aux États-Unis, la croissance de la productivité a été dopée entre 1995 et 2005. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a baissé ensuite parce qu'il y a eu l'émergence d'entreprises superstars, d'entreprises, de grosses entreprises, les GAFAM, qui ont inhibé la croissance et l'innovation des autres. Elles se sont tellement développées par des fusions-acquisitions non contrôlées, elles sont devenues tentaculaires et elles ont inhibé la croissance des autres. Ce qui se passe maintenant avec l'IA, c'est que d'emblée, dès le début, dans des segments, dans les données, le cloud et les puissances de calcul, c'est déjà des gros qui contrôlent. Donc il y a un gros sujet sur l'IA de la concurrence, c'est-à-dire que si on ne réforme pas les politiques de concurrence, cette IA qui a un potentiel de croissance formidable risque d'être une barrière à la croissance parce que vous avez ces grosses entreprises qui vont inhiber l'innovation. Et donc tout le problème, et le rapport est très important, le rapport c'est à la fois de la politique industrielle de l'IA et de la concurrence. Souvent on oppose les deux. Et nous, on explique dans le rapport qu'on peut tout à fait concilier des mesures qui sont pro-concurrence, on est très open source, on est très pour étendre le DMA à la chaîne de valeur de l'IA, on est pour toute une série de mesures, et ça rejoint sans doute ce que Benoît Cœuré vous a dit, pour stimuler la concurrence et l'entrée, mais on est en même temps pour un vrai effort, puissance de calcul, etc., de politique industrielle. Et on pense qu'il faut vraiment les deux morceaux, concurrence et politique industrielle. Voilà. Simplement, je veux pas rester trop longtemps. On a des atouts pour être des acteurs dans cette révolution. On a d'abord des talents, on a des très bons mathématiciens, on a de très bons ingénieurs, on a de très bonnes données, notamment en santé. On est un des pays qui avons les meilleures données. On ne sait pas les utiliser, malheureusement, encore comme il faudrait. Mais la France investit 3 fois moins en proportion du PIB que les États-Unis. Et sans investissement majeur dans l'IA, on court le risque de nous trouver non seulement dépourvus d'entreprises spécialisées dans l'IA, mais de voir nos entreprises existantes dans les différents secteurs perdre en compétitivité parce qu'elles n'auront pas su adopter l'IA, alors que leurs concurrentes mondiales auront adopté l'IA. Donc il y a un vrai sujet, c'est pour ça que nous, on pense qu'au lieu de dire on investit 3 milliards sur 8 ans, ce qui était prévu jusqu'à maintenant, on veut accélérer et de passer à 27 milliards, c'est-à-dire un peu plus de 5 fois 5. Voilà. Alors certains diront, je ne veux pas être trop long, qu'évidemment il y a le problème budgétaire, et qu'on est en économie, comment vous pouvez proposer 27 milliards alors moi, je résume ça d'un mot, c'est la méthode Draghi. Mario Draghi est un type formidable. Qu'est-ce qu'il dit, Mario Draghi? Il dit il y a 2 types de dépenses. Il y a les dépenses récurrentes. Alors on a fait la réforme des retraites, il y a d'autres réformes, il y a une réforme de l'État à faire, il y a certainement un moyen de réduire les dépenses récurrentes pour investir dans l'IA, dans la croissance verte. Et on ne peut pas mettre sur le même plan les dépenses récurrentes et les dépenses d'investissement, surtout que l'IA est générateur de croissance. Donc quand on augmente la croissance, on augmente la capacité à repayer sa dette dans le long terme. Donc il faut savoir séparer les dépenses de fonctionnement qu'il faut maîtriser et les dépenses l'investissement dans la croissance, à commencer par l'IA. Et ça, c'est vraiment notre vision, d'autant que ce qu'on propose, nous, ça représente à peine 0,3% des dépenses publiques totales. Il était prévu que la France augmente ses dépenses publiques de 220 milliards d'euros en 5 ans. Ben, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il s'agit en fait pas de supprimer des dépenses, il s'agit de choisir quelles dépenses publiques augmenteront plus ou moins vite. Et c'est ça notre idée du plan. Vous voyez, donc il y a toute une cohérence macroéconomique que nous avons derrière
derrière ce plan-là. C'est ça la différence entre notre rapport et d'autres rapports sur l'IA que je loue par des collègues que j'estime beaucoup. Mais voilà, c'est ça qui fait Et je repasse la parole à Anne. Voilà. Merci. Merci beaucoup Philippe. Je pense que c'était très important de bien expliquer ce point-là, et avec passion en plus. Vous avez, je pense, lu le rapport, il y a 25 recommandations. Je voudrais juste en souligner quelques-unes, celles que nous considérons les plus importantes. La première, c'est une recommandation de formation et de sensibilisation, à la fois de manière massive et de manière extrêmement rapide. Donc nous pensons que c'est pour tous les âges de la vie, à partir de la maternelle où bien sûr il ne s'agit pas d'apprendre à coder, mais de réfléchir à la réalité d'une image, a-t-elle été trafiquée ou non. Je pense que c'est un énorme sujet par rapport à la désinformation. C'est également un sujet bien sûr pour les différentes étapes de l'enseignement. Dans l'enseignement supérieur, il faut à la fois former des spécialistes en informatique, mais également des personnes qui étudient l'IA et autre chose. Donc l'IA et le droit, l'IA et l'histoire, l'IA et quoi que ce soit d'autre. Ça nous paraît extrêmement important. Et puis bien sûr, la formation continue dans les entreprises, et y compris des personnes au chômage, parce que les métiers, Philippe l'a expliqué, il y en a peut-être 5% qui vont disparaître, mais il y en a peut-être 80% qui vont être transformés. Et donc ces 80%-là, il est extrêmement important d'avoir des formations pour permettre aux personnes d'occuper ces nouveaux métiers, plutôt que d'être remplacés par des personnes qui auraient déjà appris l'intelligence artificielle. Plutôt que d'être remplacé par une intelligence artificielle, on risque d'être remplacé par quelqu'un qui a appris à s'en servir. Donc ça, c'est vraiment et ces formations et sensibilisation, nous pensons qu'il faut des débats, des cafés de l'IA, des choses au niveau local, national, pour que chacun et chacune puisse jouer avec l'intelligence artificielle et se rendre compte que ça peut être utile, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est vraiment quelque chose de très concret. Ça, c'est notre première recommandation. La deuxième, c'est de créer un plan France et IA et d'investir massivement dans l'innovation. Donc à la fois dans les startups qui deviennent grandes comme Mistral, pour leur permettre de ne pas aller chercher les deuxième, troisième levées de fonds nécessairement à l'étranger, mais de pouvoir avoir des fonds français et européens. Et troisièmement, pour aider les entreprises à se transformer, à investir dans la transformation avec l'intelligence artificielle sous forme d'investissement ou de prêts remboursables en fonction de ces plans de transformation. Donc ça, c'est un plan français IA de 10 milliards, public-privé. Nous recommandons que les grandes entreprises contribuent à la création de ce fonds pour aider la transformation du tissu économique. Ensuite, vous l'avez très bien dit, madame, et Philippe l'a très bien dit aussi, l'IA, ce sont des algorithmes et des talents, mais ce sont beaucoup des données et de la puissance de calcul. Donc nous avons une recommandation sur les données, faciliter l'accès aux données, revenir à l'esprit du RGPD et peut-être simplifier un certain nombre de procédures que nous avons en France, qui sont des procédures qui freinent l'innovation, notamment dans le domaine de l'accès aux données de santé, et vous aurez sûrement des questions, nous pourrons y revenir. Et la CNIL devrait, selon nous, continuer à garder sa mission extrêmement importante de protection des données personnelles, mais également avoir une mission d'innovation responsable pour permettre de pouvoir mettre dans la balance l'innovation, par exemple, dans la santé, qui bénéficie aux Français et aux Françaises, et la protection des données personnelles, qui est importante aussi. Mais si on regarde les données de santé et qu'on en tire des traitements innovants, c'est aussi quelque chose qui est très bénéfique. Donc ça, c'est pour l'accès aux données. En ce qui concerne la puissance de calcul, vous en avez parlé, nous pensons qu'il est très important de pouvoir avoir plus de puissance de calcul. Nous avons le supercalculateur Jean Zay qui est au CNRS. Il y a un projet de supercalculateur Exascale qui est en cours. Mais dès qu'on fait quelque chose, Antoine Petit nous le disait encore ce matin, il y a une nouvelle annonce dans un autre pays de quelque chose de 10 fois plus puissant. Donc il s'agit vraiment d'être capable d'investir beaucoup plus, à la fois pour la recherche, pour les startups et pour les entreprises. Nous avons ensuite deux autres recommandations un peu différentes. Nous avons dit la recherche, nous avons des talents, nous avons des chercheurs.
Oui, mais ces talents se font recruter par des entreprises privées, notamment américaines, et nous n'avons pas les moyens aujourd'hui dans la recherche publique de continuer à financer ces talents. Donc nous recommandons un pilote pour la recherche publique en IA, avec à la fois un aspect complément de rémunération, mais également, et particulièrement important, un aspect facilitation du travail des chercheurs par rapport à des contraintes administratives et accès à des ressources de calcul, à des personnes dans leurs équipes, qui sont des choses qui motivent les chercheurs et qui les motivent à rester ou qui les motivent à partir. Enfin, dernière recommandation, gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Bien sûr, ce n'est pas un sujet qu'un seul pays peut maîtriser selon ses frontières. Et si un pays essayait de le faire, ce serait les États-Unis ou ce serait la Chine. Donc nous pensons qu'il faut une gouvernance internationale, qu'il faut des normes qui devraient être des normes mondiales, contrairement à ce que nous avons dans le domaine des normes comptables ou des normes ESG, où nous avons deux versions, les normes européennes, les normes américaines, avec quelques autres. Nous pensons qu'il faut travailler à avoir des normes globales et nous recommandons une organisation mondiale de l'IA qui ne soit pas uniquement formée des États mais qui est également des représentants de la société civile et des entreprises et d'un fonds international pour l'IA au service de l'intérêt général. Ce sont des choses qui vont être travaillées dans la perspective du sommet international de l'IA que la France va accueillir fin 2024 ou tout début 2025 et dont j'aurai l'honneur de continuer à m'occuper en partie. Au-delà de ces recommandations, il y a le sujet IA et planète ou l'IA et climat. L'IA est à la fois consommatrice de ressources énergétiques, eau, impact carbone, et est également, fournit également une série d'outils qui permettent d'améliorer et d'optimiser cette consommation énergétique d'eau, d'intrants dans l'agriculture. Et donc il est important, nous en parlons un peu dans le rapport, mais il faudrait en l'étudier plus. Nous parlons à la fois de comment minimiser cette consommation et cet accès à nos ressources via des recherches sur de l'IA frugale et des modèles plus petits et plus efficaces. Et également comment pouvoir se servir des systèmes d'intelligence artificielle pour optimiser les consommations et les accès aux ressources. Voilà ce que je voulais dire sur les quelques recommandations. Je ne sais pas si Philippe a quelque chose à ajouter ou si nous passons à vos questions. C'est très bien. Dit sur le climat, c'est un des grands problèmes qu'il y a. Oui, le climat, c'est souvent qu'il faut aider les entreprises à faire la transition vers la production et l'innovation verte. Et souvent, les entreprises qui ont beaucoup innové et produit dans les technologies polluantes ont beaucoup de mal à faire la transition vers les technologies vertes. Et nous, on pense que l'IA peut être quelque chose qui réduit ce phénomène de dépendance au sentier, de dépendance à ce qu'on a fait avant. Et on pense que vraiment l'IA, voilà. Ça nous amène sur le sujet du climat et c'est pas le sujet, voilà. Un autre de nos dadas, mais on va pas parler de ça maintenant. Voilà. Merci beaucoup, madame et monsieur, et merci surtout pour le pragmatisme avec lequel vous vous êtes exprimé sur un sujet qui est ô combien ténu et compliqué et complexe. Donc on va ouvrir le champ des questions et on va prendre des questions 3 par 3 si vous le voulez bien. Donc on commence avec Christian Redon-Sarrazy. Christian. L'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé est un exemple aujourd'hui emblématique des tensions qui entourent le sujet. Il est impossible de se passer de l'IA dès lors qu'elle représente un progrès potentiellement, donc une amélioration de l'offre de soins, tant par la rapidité que la précision, que les chances de guérison, bref. Mais il est également impossible de ne pas définir un système de régulation, que ce soit dans le domaine du traitement des données médicales, mais aussi dans des sujets comme les choix des systèmes logiciels interopérables, que ce soit pour la médecine de ville ou pour la médecine hospitalière. Et outre ces points incontournables, la question de la formation se pose, tant du côté des médecins que des patients. Et à la faveur du développement de l'IA, dans ce domaine médical, la relation patient-médecin-territoire est en train de se transformer. Donc, quelles sont vos recommandations sur la question de la régulation et de l'encadrement dans le domaine de la santé et sur la question des usages, notamment pour des publics en situation d'électronisme aujourd'hui qui sont nombreux?
Quelles sont vos suggestions pour éviter une fracture qui existe déjà, mais qui, avec l'utilisation de l'IA pour certains publics, pourrait devenir encore plus grande? Merci. Donc maintenant, Bernard Buis. Bernard. Merci Madame la Présidente, merci pour vos propos passionnés et passionnants. Moi j'aurais deux questions. La première, il y a une quinzaine de jours, on a reçu le PDG de Renault qui a évoqué le cas des voitures autonomes. Je souhaitais savoir quel est votre regard sur l'intelligence artificielle dans les voitures autonomes. Peut-elle accélérer la mise en circulation de tels véhicules? Quelle est votre analyse des risques qui pourraient peser sur l'utilisation des données des utilisateurs? Ma seconde question porte sur nos services publics. Pourraient-ils bénéficier de l'atout de l'intelligence artificielle? Dans quelle mesure l'intelligence artificielle pourrait-elle mieux accompagner nos services publics dans les territoires isolés? Merci Bernard. Et donc, dernière question de cette première série, Amel Gacquer. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos propos. Vous l'avez dit, une des conditions de réussite dans ce déploiement de l'IA va porter sur l'investissement. Vous avez parlé de 5 milliards par an pendant 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur 3 milliards, c'est ce qui avait été annoncé sur 8 ans. Voilà, on voit déjà un peu là exactement. Et vous incitez les grandes entreprises à contribuer pour cela. Or, ma question porte là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce cadre de privatiser la recherche, alors qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'un investissement dans la recherche publique? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, vous avez abordé également l'impact de l'IA sur l'emploi, en expliquant voilà, qu'il s'agissait d'un véritable facteur de croissance, de création d'emplois, mais vous ne posez pas la question ou le sujet de la relation en fait au travail, de la relation à l'emploi. Là, nous ne sommes pas sur une approche plutôt quantitative, mais plutôt qualitative, et qui pose la question du sens, de l'autonomie, de la responsabilisation. Et je vais donner un exemple très concret. À partir du moment où les tâches simples vont être prises en charge par l'IA et les tâches complexes vont rester entre les mains, et heureusement, de l'être humain, en tout cas dans un premier temps, ça pose quand même aussi des questions sur la façon dont on va appréhender ces nouvelles tâches complexes et la pénibilité que ça va peut-être créer. Dernière petite question également sur, vous l'avez dit, la course aujourd'hui, je peux le dire comme ça, avec les États-Unis, avec la Chine, vous avez donné des chiffres très concrets qui traduisent cette course qui est plus que lancée et qui est réelle aujourd'hui. Ma question est simple, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que nous, on a cette prise de conscience? À partir du moment où il y a eu cette demande de rapport, oui, il y a une prise de conscience sur la nécessité, nous, de développer, d'avancer en tout cas sur ce sujet-là, mais est-ce que nous sommes réellement aujourd'hui en France organisés pour cela? Vous avez parlé d'une gouvernance mondiale, mais avant de parler gouvernance mondiale, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons une réelle gouvernance nationale existante pour travailler sur ce sujet? Merci beaucoup. Madame, Monsieur, je vous laisse la parole pour répondre à cette série de questions. Madame ? Merci. Je vais répondre à quelques questions sur la santé. Bien sûr, la régulation est essentielle et nous pensons que la régulation et le rôle de la CNIL sont clés. Mais nous souhaitons aussi nous assurer qu'il puisse y avoir de l'innovation en France. On pense au Health Data Hub, on pense aux chercheurs en santé qui sont excellents au niveau français, qui sont reconnus à l'international. Et nous souhaitons pouvoir faciliter cette utilisation des données de santé, sans quoi les recherches seront menées par des chercheurs internationaux sur des données de patients d'autres pays. Et ça nous paraît plus pertinent de pouvoir le faire sur des données françaises. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de le faire en respectant le RGPD et nous espérons que ces recommandations seront suivies d'effet. Sur le sujet de la fracture numérique, et la fracture de l'utilisation de l'IA, c'est exactement pour cela que nous recommandons un plan de formation majeur et un plan de sensibilisation majeur. Il faut que chacun et chacune apprennent à se dire c'est facile d'utiliser un système d'IA, c'est aussi facile que d'utiliser Google ou un autre search engine ou un téléphone portable. Mais pour ça, il faut un plan de formation massif et il faut que les gens puissent discuter autour d'eux et poser des questions sur comment ça marche.
Peut-être je vais juste dire un mot sur la voiture autonome et je te laisse les autres questions. Alors la voiture autonome, c'est pas exactement de l'intelligence artificielle, enfin c'est beaucoup d'autres choses, mais il y a des parties intelligence artificielle dedans. Tout ce qui aide à regarder l'attention des conducteurs et puis à synchroniser les voitures entre elles utilise beaucoup d'intelligence artificielle. Nous ne croyons pas beaucoup au sein de la Commission au développement immédiat des voitures autonomes dans les milieux urbains. Nous pensons beaucoup plus à des transports publics ou à des autoroutes, par exemple, l'automatisation de la conduite sur les autoroutes. Et de ce point de vue-là, les données ne nous semblent pas être des données particulièrement personnelles. Mais bien sûr, ça fait partie des choses qu'il faut continuer à développer. La question sur les services publics, donc on a toute une partie, page 80 du rapport, 80 à 84, où on pense que l'IA peut être un outil. Donc d'abord, il faut faire il faut pas que l'IA conduise à déshumaniser le service public. Donc ça, c'est très important. Comment introduire l'IA de manière qui ne déshumanise pas le service public. Et puis, on pense que l'IA peut être une manière une façon de rationaliser le service public. C'est-à-dire, par exemple sur l'emploi, il y a des personnes qu'on peut facilement réorienter vers l'emploi, d'autres plus difficiles. Donc l'IA peut nous permettre de se concentrer sur les cas difficiles, de gagner du temps sur les cas plus simples. Donc on pense vraiment qu'il y a un rôle de l'IA pour rationaliser et pour rendre plus efficace le service public. Donc on développe toute une série, on dit vraiment une vision claire des objectifs du service, permettant d'évaluer l'apport de l'IA, la confiance des agents et des usagers pour expérimenter, ce qui nécessitera de prendre en charge la responsabilité sans se dédouaner de l'outil, des personnes capables de concevoir, piloter, produire et acheter des systèmes d'IA, des données, des infrastructures robustes. Et on pense qu'avec tout ça, on va pouvoir utiliser l'IA comme outil. Il faut mettre l'IA dans le service public, mais l'IA va permettre d'améliorer la qualité du service public. Vous savez qu'il y a tout le chantier de la réforme de l'État. Bon, entre vous et moi, le CAP 22, c'était pas terrible. Ça n'a pas donné grand-chose. On est d'accord. Il n'y avait pas sorti grand-chose. Donc le chantier de réforme de l'État est à reprendre. Et nous, on pense que l'IA peut être un outil pour aider à améliorer la qualité du service public et rationaliser et à vraiment faire cette réforme de l'État qu'on n'arrive jamais vraiment à faire. Et donc voilà. Donc on a un certain nombre d'idées dans le rapport là-dessus, voilà, qu'on développe. Alors il y avait une question qui portait sur l'emploi et le dialogue social. Nous, on pense vraiment que l'IA, d'abord, le dialogue social doit intégrer les enjeux de l'IA. Et on pense également, donc les partenaires sociaux doivent être des interlocuteurs formés et actifs. Et on pense par ailleurs que l'IA elle-même doit être mise au service du dialogue social. C'est-à-dire elle doit permettre aux partenaires sociaux d'être informés beaucoup mieux sur ce qui se passe dans l'entreprise. Souvent, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la capacité d'être informés et d'être des co-gestions. Vous savez qu'on a le modèle allemand de co-gestion. Ben, nous, on pense que l'IA peut aider vraiment à alimenter le dialogue social et aider vraiment à aller vers une co-gestion beaucoup plus, parce qu'elle donnera aux partenaires sociaux des outils d'information pour pouvoir davantage intervenir avoir leur mot à dire dans la gestion dans des entreprises. Donc on croit vraiment que l'IA, l'IA est quelque chose qui est... Mais à nouveau, vous savez, en fait, si vous voulez, toute technologie, elle peut avoir une mauvaise utilisation ou une bonne utilisation. L'IA peut déshumaniser et bien utilisée. L'IA peut au contraire humaniser les relations de travail et stimuler le dialogue social. Et tout dépend comment vous... Voilà, comme je disais tout à l'heure, la concurrence, si on ne réforme pas la concurrence, l'IA devient un obstacle à la croissance. L'idée est vraiment de réformer nos institutions et nos politiques et nos pratiques pour que l'IA puisse vraiment non seulement augmenter l'emploi, mais améliorer le bonheur au travail, améliorer la qualité du dialogue social, et on pense que l'IA a vraiment le potentiel de le faire. Mais toute la question, c'est de savoir comment utiliser l'IA pour ça. Voilà, c'est vraiment l'esprit de ce rapport. Voilà. Peut-être la question d'Amel sur la gouvernance, certes mondiale, mais au niveau national, quelle est votre approche, votre vision des choses ?
Écoutez, je pense qu'il faut qu'on regarde le rôle des régulateurs existants. Et c'est dans ce cadre-là qu'on recommande, par exemple, que la CNIL prenne un rôle d'innovation en plus de son rôle de protection des données. Et il va falloir également allouer les responsabilités qui viennent de l'AI Act, mais aussi du DMA et d'autres régulations à des institutions françaises. Notre préférence n'est pas de créer une nouvelle agence en France sur l'IA et sa régulation, mais de regarder la répartition des rôles dans les différentes instances et d'aider à avoir des professionnels qualifiés en IA pour aider ces différentes instances à pouvoir travailler. Merci. Donc, on va prendre une série de 3 questions et on commence avec Yannick Jadot. Merci, merci Madame la Présidente, Monsieur le Professeur, et merci pour votre enthousiasme et effectivement de rationaliser les choses. C'est de ça dont on a absolument besoin si on va avoir un débat démocratique digne de ce nom. Alors, intelligence artificielle, numérique et climat sont les 2 grands défis. Donc vous avez en partie répondu à la question que je voulais vous poser sur ça. Maintenant, Madame la Présidente, vous avez évoqué le statut des chercheurs, mais on a un problème qui est plus, à mon avis, qui est plus d'ampleur encore plus grave, c'est que depuis 12 ans, on réduit l'investissement par étudiant dans notre université, dans notre recherche. Donc on a un problème structurel de réduction de notre investissement sur l'intelligence collective, la capacité des unes et des autres à, au fond, atteindre une sorte de niveau licence, si je caricaturais, tout au long de la vie, en tout cas de mettre notre société à cette hauteur-là. Et la question que je voulais vous poser, c'est, vous parlez de 27 milliards d'investissements. Quelle est la part qui relève d'une meilleure affectation déjà de nos dépenses ? Monsieur le professeur, vous êtes exprimé plusieurs fois sur à la fois l'intelligence de notre crédit impôt recherche, mais au fond, il dysfonctionne aussi faute d'être conditionné. Oui. Et on a beaucoup d'argent qui vont vers les entreprises et qui n'est pas conditionné. Absolument. Donc, dans vos 27 milliards, quelle peut être la part, au fond, d'une meilleure intelligence dans notre affectation de ces dépenses publiques. Donc, sur le crédit impôt recherche, j'aimerais vous entendre. Et puis, vous avez évoqué la question des lois anti-concentration, au fond, à l'américaine, mais qui ne fonctionnent pas bien aux États-Unis. Comment on garantit une meilleure concurrence. Et j'aimerais vous entendre sur comment on gère démocratiquement la part qui relève du marché et la part qui relève du bien public. Parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu essentiel de bien public, de bien commun autour de l'intelligence artificielle et que comment on le gère démocratiquement. Merci. Je peux commencer éventuellement. Il y a d'autres questions. D'accord. Il y a Serge Mérilou. Oui, Madame, Monsieur, merci Madame la Présidente. Moi, ma question concerne les ressources naturelles qui semblent nécessaires aux mesures que vous proposez. Et parmi vos recommandations, on peut lire qu'il serait nécessaire de faire de la France et de l'Europe un pôle majeur de la puissance de calcul. Et vous évoquez également la nécessité de créer des data centers sur le territoire européen. Et je suppose que pour cela, on aura besoin d'une grande quantité de métaux rares provenant donc de terres rares qui sont indispensables pour ces outils-là. Aujourd'hui, on se fournit essentiellement à l'étranger. Et l'extraction de ces ressources ne sont pas sans conséquences sur l'environnement et créent des tensions sur le marché mondial de ces produits. Qu'est-ce que vous préconisez à ce sujet? Et faut-il réfléchir et commencer à développer l'extraction et la production sur notre territoire, sur notre sol, comme ça se fait pour le lithium avec des difficultés dans l'Allier. Et pensez-vous que nos concitoyens sont prêts à accepter de payer le prix environnemental de recherche de ces métaux rares nécessaires donc à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle? Merci. Merci Serge. Et dernière question de cette série, Antoinette Gull. Oui,
Mais déjà, merci à vous deux pour vos interventions parce que c'était absolument passionnant. C'est un sujet qui est capital. Vous dites que c'est une révolution technologique qui est incontournable et qui va affecter directement l'emploi. Donc vous disiez 5% des emplois directement menacés parce qu'une réelle transformation de la manière de produire et 80% des emplois transformés. Moi, ça pose quand même la question de la révolution à laquelle on va devoir faire face en termes de formation, en termes d'éducation. Enfin, je dis d'éducation parce que c'est même, on parlait de médecine, mais c'est l'éducation, la manière dont on va former nos médecins qui va changer, la manière dont on va former en réalité tous nos professionnels qui va changer dans les années à venir. Donc, comment affronter ce choc-là et comment le réussir? C'est la première question. Quelles sont les professions directement menacées? Ma deuxième question concerne la notion de bien public, de bien commun, d'intérêt général dont il a été question avec les services publics. Que vous avez mentionné et que Madame Gacquat a mentionné également. Nous savons que nous avons un retard de la France avec une prédominance des États-Unis dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Donc comment faire pour réussir à préserver l'intérêt général et notre intérêt collectif et non pas les intérêts privés de quelques entreprises américaines ou de quelques secteurs américains? Ça, c'est ma deuxième question. J'en ai une troisième. À vrai dire, j'en ai à peu près une centaine, mais je vais m'arrêter à la troisième. C'est sur la question de la protection des auteurs dont, il me semble, on n'a pas beaucoup parlé. On en avait parlé dans le débat précédent sur la question du journalisme et de la presse. Mais ça se pose aussi dans le domaine culturel. On sait que ça va être que c'est en train de devenir un grand problème. Ça l'est devenu un peu avec les réseaux sociaux. Ça va être amplifié au centuple par l'intelligence artificielle. Donc là aussi, j'imagine que vous avez quelques préconisations. Voilà mes trois questions et je m'arrête là et je vous remercie encore. Merci. Voilà, je vous laisse répondre, je vais monsieur. Peut-être commencer, oui. Puis après, voilà, oui, et on va. sûr. Voilà, donc oui, alors de toute façon, bon là, ici, c'est un rapport donc sur l'IA, donc dans d'autres circonstances, je me suis exprimé sur le crédit impôt recherche et l'organisation de la recherche. Il y a des choses qui ont très bien marché. On sait que les LabEx, par exemple, ça a très bien marché. On sait qu'il y a eu des études montrant un impact des LabEx sur la recherche industrielle, voilà, qui a montré des effets très importants. Un article d'Antonin Bergeau et de co-auteurs. Et pour le moment, il n'y a aucune étude qui montre un impact réel du crédit impôt recherche tel qu'il est. Moi, je suis pour le crédit impôt recherche, mais effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il est optimalement utilisé? Mais ça sort du cadre du rapport. Voilà, donc ça, c'est un débat qu'on peut avoir dans une autre circonstance. Et donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet avéré sur le crédit impôt recherche tel que sur le LabEx, par exemple. Voilà, mais bon, ça, on pourra dire. Mais nous, on pense qu'en tout cas, il y a cet pilote IA. On pense qu'avec l'IA, on doit donner l'exemple. Par exemple, si vous voulez, je ne pense pas que économiser 900 millions sur la recherche, ce soit un affichage extraordinaire. Voilà. Il y a des sources d'économie. Je ne suis pas certain que c'est là que je l'aurais mis. Voilà. On ne peut pas en même temps créer un comité de la science et la semaine suivante dire je supprime 900 millions. Bon, ça, c'est personnel, c'est orthogonal au rapport. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que pour l'IA, il faut montrer qu'on est capable d'être attrayant pour les chercheurs, pour les meilleurs chercheurs, leur donner des possibilités. Comme l'a très bien expliqué Anne, c'est d'abord qu'ils aient une puissance de calcul locale, accès aux données, une carrière de chercheur dans le public, la possibilité peut-être, comme le disait Anne, de combiner une partie dans le public, peut-être quelques jours dans le privé, d'être beaucoup plus flexible pour pouvoir bien gagner leur vie et pouvoir bien travailler. Donc il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut imaginer, on parlait ce matin avec Antoine Petit du CNRS, des IUF renouvelables, IA. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on peut faire, mais ça serait pilote. L'idée n'est pas de dire l'IA doit prendre au domaine non IA de la recherche. C'est de dire, voilà, on va montrer en nous focalisant sur l'IA d'abord qu'on peut devenir beaucoup plus attrayant parce qu'on a des gens très bons qui partent. Yann Lequin, il part aux États-Unis. Moi, j'ai été 15 ans à Harvard. D'abord, moi, j'étais parti longtemps et j'embauchais des Français qui venaient parce qu'ils disaient, nous, on n'arrive pas, etc. Donc, en France, ça continue. Donc, si vous voulez, il faut qu'on devienne, et on a les moyens de l'être. Voilà. Et les Allemands font beaucoup. Si on pouvait être au niveau de l'Allemagne, ça serait formidable. Donc,
Donc il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour devenir attrayant en recherche, et certainement que je n'aurais pas, moi, mis les 9 sur les 9. Voilà. Mais ça, c'est sur le sujet des ressources naturelles. Effectivement, comme dit, il y a d'abord le fait que ça participe un peu au réchauffement climatique et que on utilise, eh bien, il y a de l'extraction, de l'utilisation d'eau, de silice, de terres rares. Mais il ne faut pas oublier que les processeurs spécialisés pour l'IA ne constituent qu'une part très faible des processeurs produits mondialement. En 2022, ils représentaient moins de 1% des processeurs de moins de 7 nanomètres, exactement, et moins de 0,00026% de tous les processeurs produits. Donc, si tu veux, il y a ce problème, mais il faut pas le dramatiser. Voilà, et on peut, et effectivement, on est également pour innover, pour avoir des modèles plus faibles, des modèles plus frugaux, des modèles, voilà, pour pouvoir économiser sur l'utilisation des ressources naturelles. Voilà, des modèles plus spécialisés, quoi, qui te permettent d'économiser. Donc on a une série de, donc déjà le problème n'est pas dramatique, on peut l'améliorer en allant vers des modèles plus spécialisés qui nous aident, et d'avoir une puissance de calcul locale et accès aux données localement, ça nous aidera à aller vers ces modèles spécialisés. Et donc voilà un petit peu comment nous on approche cette question-là. Après il y a la question plus générale de l'environnement, mais moi je serais ravi de revenir vers vous et de faire tout un truc sur l'innovation verte, ça me passionne, c'est mon autre sujet, c'est mon autre dada, mais ça nécessite, ça mérite une autre commission minimum. Voilà, anytime. Voilà, je laisse Anne reprendre. Voilà, je continue. Merci. Sur les sujets formation et impact sur les emplois, absolument. Toutes les professions qui manipulent la langue, le texte et les images sont dans le champ, donc ça en fait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut un plan de formation extrêmement large. On pense que ça commence par les industries créatives et donc il faut particulièrement rapidement former dans les métiers de l'image, de l'écrit, etc. Sur le droit d'auteur, nous recommandons qu'il bien sûr reste. Nous n'avions pas du tout vocation à aller contre. Nous recommandons de la transparence pour permettre aux auteurs de savoir si leurs œuvres ont été utilisées ou non. Et nous recommandons également de mettre en place une plateforme ou un système qui permette de mettre en contact les auteurs et les utilisateurs de leurs données. Parce que quand on est l'auteur d'un livre, on n'a pas de pouvoir de négociation face à OpenAI. Quand on est en collectif ou quand on regarde le catalogue de l'INA, par exemple, qui représente 100 fois plus de données que tout ce qu'on trouve sur Internet quand on fait un common crawl, là, on a une capacité de négociation. Donc, nous recommandons une plateforme qui permette de faire ça. Et sur les biens publics, sur vos deux questions là-dessus, et je suis désolée, je perds ma voix, nous recommandons de pouvoir garder la recherche et l'enseignement public. Parce qu'effectivement, il y a un risque énorme de privatisation dans le domaine de l'intelligence artificielle par les entreprises qui investissent beaucoup dans le domaine. C'est pour ça qu'il faut de l'argent public. Il ne faut pas que de l'argent public, il faut aussi mettre à contribution les entreprises, mais il faut de l'argent public dans ce domaine. Merci. Donc, on passe à la dernière série de 3 questions. Pour l'heure, ça s'arrête là. Annick Jacquemet. Annick. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous nous transmettez votre enthousiasme et votre intérêt. Moi, j'avais une question à vous poser par rapport aux entreprises françaises et européennes qui, effectivement, doivent prendre massivement ce virage de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elles peuvent mieux se prémunir au niveau de la sécurité par rapport à d'éventuelles défaillances? C'est ce qu'on a vu, c'est qu'un exemple, c'est arrivé à un concessionnaire automobile californien qui a vendu une Chevrolet pour $1 seul parce que justement son système avait été piraté ou contourné ou voilà. Est-ce qu'elles ont la main elles-mêmes sur ce système de sécurité ou est-ce que je pourrais dire que c'est un bug de débutant? Voilà. Comment est-ce qu'elles peuvent faire? Merci. Merci Annick. Patrick Chaise. Patrick. Oui, merci Madame la Présidente et merci pour votre présentation. Moi j'ai 2 questions relativement simples, je pense. Tout d'abord, vous avez beaucoup parlé de formation et notamment dans vos recommandations. Est-ce que sur cette formation, vous avez fait un état des lieux
et quel est votre regard sur cet état des lieux, le cas échéant. Deuxième question, c'est que vous avez été nommé, Madame, envoyée spéciale du Président de la République pour l'organisation du prochain sommet de l'intelligence artificielle. Qu'en attendez-vous? Quels sont les objectifs fixés par le Président de la République pour ce sommet? Merci Patrick. Et dernière question, Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Merci à tous les deux pour votre présentation. C'est la dernière question, c'est la question pour la route. Et elle sera placée sous le signe du golem. Votre rapport aborde-t-il la dimension épistémologique de cette technique? Quelle est votre pensée de la relation entre l'intelligence artificielle et la dimension éthique et même métaphysique de notre humanité? Certains de vos collègues du Collège de France abordent le sujet. Je pense en particulier à Claudine Tiercelin, que vous connaissez certainement. Ne croyez-vous pas qu'il faut penser non seulement ce que peut ou fait l'intelligence artificielle, mais aussi ce qu'elle nous fait ou nous fera, dans le but, cette pensée, de rester libre au sens des Lumières, ou en tout cas de s'y efforcer? Je vous remercie. Et bien voilà, on termine en beauté. Nous avons 4 heures, c'est ça. Madame Bouvreau, vous voulez commencer ou Oui, absolument. Oui. Sur la sécurité, comme toute nouvelle technologie, l'IA renforce la menace, mais renforce la défense. Donc il faut que nous nous formions dans les entreprises, à l'ANSSI, etc. Et à moyen terme, c'est juste une étape de plus. Donc il n'y a pas à être pessimiste, par contre, il faut se former. Absolument. Sur l'état des lieux de la formation, vous trouverez dans le rapport une vision de la production du nombre d'ingénieurs, de formation de type IA et quelque chose. Nous recommandons de tripler la formation en ingénieurs et en IA, d'augmenter de mémoire de 30% les IA et quelque chose, surtout d'aller beaucoup plus vite. Ça met 4 ans ou 5 ans pour créer un nouveau master ou une nouvelle licence IA et quelque chose. Il faut aller beaucoup plus vite, mais vous trouverez des éléments d'état des lieux. Sur le sommet IA, les recommandations du rapport, par quoi on débute, sont de créer une organisation internationale multi-acteurs, mais avec un scope très étroit sur le sujet pour traiter les sujets des normes et des biens communs, mais nous en sommes au tout début. Donc nous regardons comment avancer là-dessus. Sur la dimension métaphysique, je l'aurais bien passé la question à Philippe. Non, mais elle est difficile. Oui, voilà, et donc on peut pas. Mais en tout cas, j'adore. Enfin, Claudine est une collègue que j'apprécie énormément et on parle beaucoup ensemble. Voilà. Donc ce serait à creuser. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce rapport est un début. Ça ouvre des chantiers de recherche et de discussion. Voilà. Par exemple, sur l'économie, les effets croissance et emploi, on démarre des projets de recherche là-dessus. En fait, on est au tout début et on veut vraiment développer et être pionnier. Mais également sur l'interface avec la sociologie, avec mon collègue Pierre-Michel Minguer, ou avec la philosophie avec Claudine. Voilà. Et on veut vraiment être un centre. Tu as créé un centre à l'école normale. Nous, au Collège de France, dans mon lab, on veut vraiment être un hub en matière de recherche et de réflexion sur l'IA. Et notamment, voilà. Et donc, je travaille beaucoup avec mes collègues du collège. Et Claudine est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Oui, absolument. Voilà, tout à fait. Oui, alors une dernière question, un doigt qui se lève, Sophie Primas. Sophie. Pardon, Madame la Présidente, merci beaucoup. Moi, vous avez parlé tout à l'heure des supercalculateurs. On mène un travail en ce moment avec mon collègue Fabien Gay et 2 autres collègues. La question de la souveraineté sur les supercalculateurs est une vraie question, surtout à l'heure où Atos a des difficultés financières qui n'échappent à personne. Ouais. Quelle est votre vision sur l'avance? On voit bien dans nos travaux et sans rien cacher que l'activité supercalculateur aujourd'hui n'est pas très rentable. Et donc, est-ce qu'elle est en danger en France? On voit bien, vous l'avez dit, on a des talents, on a des moyens, on a des résultats, mais je laisse pointer quelques inquiétudes sur nos capacités à faire perdurer tout ça. Quel est votre point de vue là-dessus?
Donc oui, donc c'est pour ça qu'on propose de mettre des gros investissements. On pense quand même qu'on peut avoir quelque chose. Alors c'est vrai, on le dit au niveau français, c'est un rapport pour la France, mais on espère que d'autres pays européens, on pourra se joindre à eux. Il y a des domaines avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec d'autres pays européens avec lesquels on peut travailler. Nous, on veut le faire que de toute façon, quoi qu'il arrive, on fasse quelque chose. Et on pense qu'on peut quand même permettre notamment des systèmes plus, tu vois, des modèles spécialisés. On peut déjà développer des puissances de calcul qui permettent en tout cas de faire beaucoup de choses. Mais évidemment, tout ce qu'on pourrait faire avec des partenaires européens, moi j'ai toujours le rêve d'ARPA européenne. Donc ça serait formidable, mais il faut que les Allemands veuillent, évidemment. Il y a des domaines dans lesquels on peut collaborer avec eux, avec d'autres pays. Et donc tout ce qu'on peut faire au niveau européen serait très bien, mais il ne faut pas attendre. Et il faut, nous, de toute façon, démarrer dès maintenant. Et on peut faire des choses importantes dès maintenant pour pouvoir développer ces modèles spécialisés, notamment, et avoir la puissance de calcul nécessaire. Voilà, je crois que c'est ça. Mais c'est la politique industrielle. Moi, je crois beaucoup dans la politique industrielle, et elle n'est pas du tout antinomique de la concurrence, mais il faut la faire d'une manière moderne, quoi. Voilà. C'est l'époque de Pompidou. Donc... Oui, mais on l'a fait un peu différemment. La DARPA, Pompidou, c'était pas dans le. J'ai une énorme admiration pour Pompidou, mais à l'époque de Pompidou, c'était quand même très colbertiste. C'était pas encore le mode DARPA à l'époque. Ouais. Eh bien, écoutez, Madame et Monsieur, merci. Merci en tout cas de nous avoir fait partager l'originalité de votre rapport, les craintes, mais aussi l'espoir que suscite cette révolution et cet optimisme dont vous avez parlé, qu'il était raisonné. Mais voilà, on a bien, quand même, on s'est bien inscrit dans cet optimisme et dans cet espoir, même s'il faut être vigilant et bien avoir conscience, présent à l'esprit un certain nombre de craintes. On veut dire une chose importante, oui, c'est que les pays qui se sont tenus à l'écart des grandes révolutions technologiques ont toujours été déclassés sur le plan économique et géopolitique. Il ne faut pas qu'on manque cette révolution, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Aussi. Non, mais il y a un coût de l'inaction. Oui, oui. Il y a tous les risques qu'on peut avoir dans l'action, mais l'inaction, alors là, c'est un absolument. C'est vraiment, on risque un gros déclassement, alors qu'on a des chercheurs, qu'on a des potentialités. Ça serait vraiment très dommage, quoi. Je pense que chacune et chacun d'entre nous, on va se plonger dans la lecture de votre rapport si on ne l'a pas faite complètement, et puis on va suivre ça avec attention parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'ouverture, en tout cas le début d'une longue série. Et en tout cas, merci pour les travaux que vous avez réalisés, pour nous avoir consacré de votre temps et votre disponibilité. J'espère que vous retrouverez l'un et l'autre la voie. Merci de votre accueil. Bonne continuation à toutes, à tous.